Bonjour à tous et bienvenue dans Beats, épisode numéro 84. Salut tout le monde. Cette semaine je suis avec Pierre et on va revenir sur ce qui s'est dit dans la Google I.O. et dans la build, entre autres. L'actualité high-tech en ce moment est plutôt calme. Moi je vais recevoir plein de produits à tester. Je me suis acheté un casque gamer sans fil, des trucs comme ça. Donc on va en parler. Je vous parlerai aussi, je pense, peut-être, pas la semaine prochaine parce que c'est RGB. Peut-être celle d'après, je parlerai de mon clavier Logitech Craft maintenant que j'utilise depuis des mois. Tu sais, avec la petite molette. Ouais. Et il est très sympa. Et d'ailleurs, la petite molette a une particularité. Au début, je croyais qu'elle avait un problème. C'est que quand tu poses ton doigt dessus, elle change, tu sais, de fonctionnalité en fonction du contexte. Ouais. Donc, par exemple, je suis sur le bureau, je touche la molette, elle est libre, je peux la tourner dans tous les sens, ça monte, ça descend le volume. Je clique sur mon navigateur, quand je touche la molette, il y a une espèce de cran électronique qui se met en place. Je sais pas si c'est aimanté ou si c'est vraiment physique. Il faudrait que je regarde. Et je tourne avec des crans. Clac, 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 clac. Et dès que je clique sur le son, t'entends le petit moteur qui enlève le mécanisme et elle devient à nouveau libre. C'est assez incroyable. Bon voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ce clavier est assez génial. Je vous en parlerai, rétro-éclairé et tout ça. Et puis voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça dont j'aimerais vous parler. Alors c'est vrai que ce soir on n'a qu'une caméra, dis donc, parce que l'autre est resté sur le fond vert suite au stream précédent. Hop, voilà, on n'a que cette caméra, c'est fantastique, c'est merveilleux. Donc je disais, on a quelques sujets ce soir. On va parler essentiellement donc de la Google I.O. parce que chez Microsoft on n'a pas été très prolixe. Et on va commencer tout de suite avec Android P. Android P, dont on ne sait pas d'ailleurs quelle friandise est stockée derrière le P. Alors là, aucune idée. Voilà, on le saura que cet été de toute façon. Là on en est à la bêta, donc ils ont annoncé la bêta. Alors la particularité c'est qu'elle est disponible, non pas que sur les Google Pixel comme on avait l'habitude de la voir, mais elle est disponible en fait sur les Sony Xperia XZ2. En fait, les Sony je les aime bien, mais je trouve qu'ils ont un look vraiment vieux. Ouais. Et ils n'ont pas changé de look depuis tellement longtemps. Alors par contre, le Xiaomi Mi Mix 2S, celui-là, j'avoue qu'il me fait vraiment envie. C'est dommage qu'il ne soit pas en vente chez nous. Et même le 22 mai, a priori, il ne serait pas encore là. Puisqu'il y aurait le Mi Mix 2, mais pas le 2S. Donc bon. Le Nokia 7 Plus, le Oppo R15 Pro, le Vivo X21, le Essential PH1. Qu'est-ce que alors, c'est que cette chose? Le Essential, mais si, c'est le téléphone de Andy Rubin. Tu sais, le cofondateur, celui qui était borderless avec juste un petit notch au milieu. Oui. Voilà. Donc, qui lui donc, va avoir droit à sa mise à jour. Et le OnePlus 6, qui n'est pas encore annoncé officiellement, mais qui va y avoir droit aussi. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage image-son. La belle Je fuite. bouge mes mains plus vite que le truc. C'est parce que c'est ta vitesse supralumineuse. C'est ça. C'est pour ça. Exactement. Donc le OnePlus 6 qui devrait être annoncé dans les jours qui viennent, on en parlera sans doute dans un prochain beat. Alors pourquoi ces modèles ont droit à la mise à jour sous Android P, à la mise à jour bêta, tout de suite, alors qu'on a l'habitude chez Android de jamais avoir de mise à jour? C'est parce qu'ils intègrent tout simplement le projet Treble. C'était en gros, l'OS était découpé en saucissons, avec la surcouche d'un côté, la partie OS, et puis les basses couches de l'OS. Et l'idée, c'est que tous ceux qui utilisaient le projet Treble devaient utiliser ce saucissonnage. Voilà. Et du coup, dès qu'on propose une mise à jour de l'OS, on met à jour qu'une certaine partie de l'OS. Alors, ça a quand même des conséquences. Par exemple, sur le Mi Mix 2S, il affiche tout le temps qu'il n'y a pas de connexion Internet, alors qu'il y en a. Sympa. Des petits bugs comme ça, où par exemple la mise au point ne fonctionne pas sur certains trucs, on ne peut pas éditer les vidéos dans la partie photo, parce qu'en fait il manque quand même quelques drivers qui ne sont pas encore mis à jour par Xiaomi, par exemple, pour ce téléphone-là, mais chaque appareil a, au moment où vous allez sur la page de la bêta pour la télécharger pour votre appareil, il va vous indiquer tout simplement les soucis qu'il rencontre avec le P. C'est déjà bien s'ils savent à peu près quelles sont les API qui vont pas fonctionner. Ouais, exactement. Et ça, ils le savent déjà en fait. C'est déjà beau. Ils l'ont déjà testé. Cédric, il faudrait que tu bouges les lèvres en décalé de ta voix. D'accord. C'est très compliqué. C'est clair. Merci Xort pour ton sub 26 mois, c'est pas mal. Ah ouais. Du coup, bientôt un Android Justin.
Justin Bridou. Oh putain, à la pointe sur Treble et le saucissonnage. Oui, Jaël. Exactement. C'est exactement ça. C'est compliqué ce soir. Non, c'est assez cool, n'empêche. Alors par contre, Samsung, évidemment, n'est pas de la partie. Honor, Huawei, Motorola ou encore LG. Alors il me semblait pourtant que depuis le S8, le projet Treble était intégré chez Samsung. Mais alors j'ai du mal à comprendre. Mais Samsung, ils aiment bien aller très profondément dans la surcouche. Ouais, salut Tatsunao. Il y a Valguard qui dit que la friandise sera peut-être le pèse. Ah, ça serait pas con. Ouais. Et pas le pèse. Non. Dommage. Mais bref, voilà, c'est assez étonnant. Motorola qui a été un partenaire plus qu'historique puisque Google les avait rachetés. Eux sont pas du tout dedans. Et pourtant aussi, il me semblait qu'il y a le projet Treble. Et LG, il me semblait que le G7 était Treble. Mais bon, j'ai peut-être pas suivi. Peanuts, on me dit, ouais. Peanuts Peanut Butter Cup, ce serait pas mal ça. Ah Ça ouais. pourrait être ça, la friandise. Enfin, j'en sais rien. Peut-être. Ouais. Bon, parmi les nouveautés quand même de cet I.O., alors oui, si j'avais mis des images pour illustrer tout ça. Le Essential Phone que tu vois en haut à gauche. Ah ouais. Ah ben oui. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Le Mi Mix 2S que tu vois en haut à droite, Je vois. par Ok. exemple. Le Pixel XL2 que tu vois en bas à gauche. Et à droite, je ne sais plus lequel c'est. Ça va être le Oppo peut-être. Je sais plus. Enfin bref. C'est pas le OnePlus. Possible. Alors parmi les nouveautés de l'OS, il y a évidemment la partie logicielle qui a pas mal évolué. Et on va parler de Google Lens qui était une exclusivité sur les Pixels et qui maintenant ne l'est plus. Tous les appareils pourront, sous Android P pourront le télécharger. Là actuellement en fait il y a déjà des terminaux qui peuvent l'avoir même sans être d'ailleurs sous Android S. Ils l'ont ouvert. Et d'ailleurs ils ont dit, le maître mot c'était l'ouverture de l'OS, la gratuité et l'ouverture. Donc déjà là, les LG, les Motorola, les Xiaomi, les Sony, les HMD Nokia, Transion, je ne sais pas ce que c'est cette marque, les TCL, les OnePlus, les BQ et Asus ont droit à la nouvelle version de Google Lens. Alors qu'est-ce que c'est la nouvelle version de Google Lens? Alors Google Lens, rappelez-vous, c'était la démo assez bluffante de je pointe un monument et ça m'affiche des infos contextuelles sur le monument. Il reconnaît. Ou je pointe une fleur et il me dit ce que c'est. Ou un animal et il me dit ce que c'est. Bon. C'est la réalité augmentée associée à la reconnaissance d'image. Exactement. Et là, ils ont rajouté pas mal de trucs, comme par exemple, là, c'est un menu dont on ne connaît pas le plat. Et en fait, en temps réel, sans prendre de photos, tu pointes le menu, tu cliques sur le texte sur ton écran et il te dit voilà, c'est un plat à base de machin qui contient tel ou tel truc et tout ça. Donc de l'OCR Là- et une recherche Google. Ouais, et là où ça va fort, c'est que tu peux faire copier-coller aussi du texte, comme ça. Ah ouais. Donc tu copies-colles du texte analogique pour l'envoyer par exemple dans un message. C'est clair, c'est bien C'est ça. cool ou pas? Ouais. Merci John Reese pour le sub x2. Yes. Merci à toi. Merci. En bas, c'est le Nokia 7 Plus. Ah oui, c'est Nokia 7 Plus. Merci, Malamo. C'est vrai, en plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, voilà la nouveauté pour Google Lens. Je trouve ça plutôt sympa. Ils ont montré aussi, ils ont fait une petite démo du scan de documents où, en gros, tu prends en photo un document à l'arrache. Il sait que c'est un document posé sur une table. Et l'intelligence artificielle de Google, du coup, parce que c'est ça, le maître mot, c'est qu'ils disent maintenant, l'intelligence artificielle est partout chez nous, va reprendre ce document, va le détourer comme il faut, le caler comme il faut, le rendre beaucoup plus lisible et exploitable et te faire un PDF de ce document-là. Ils nous ont montré ça, ils ont montré aussi le scan de tenue. Donc par exemple, tu vois un mannequin dans un magasin, tu te dis ah c'est cool ces vêtements, machin et tout. Ou un pote, tu le vois, t'adores son look, son truc, tu dis ah c'est trop bien ton truc. Vous le pointez avec le téléphone et en cliquant sur les vêtements, il va vous proposer un équivalent, genre sur Google Shopping, machin. Tu vois. Ouais. Tu dis, ah ben ça m'intéresse, hop, tu peux l'ajouter et te refaire le look exact du type. Ou du mannequin que tu as croisé, ou voilà. J'avais bossé pour un site de e-commerce dont on taira le nom, Oui. qui est majeur sur son secteur en France. Oui. Et on a vu un projet un peu de ce type-là, ouais, faire de la reconnaissance. Enfin, on a vu un projet. Ils avaient dans les cartons un projet de ce type-là, faire de la reconnaissance d'objets, de vêtements, de choses comme ça, et de pouvoir directement faire des redirections vers l'application de e-commerce sur la fiche produit qui intéressait, enfin qui avait pour le produit qui a été détecté. Bah voilà. C'est- Ben là, en fait, ils intègrent ça dans Google Lens et ils vont aller un peu plus loin aussi là-dessus, au fur et à mesure en intégrant de nouvelles fonctionnalités. Alors, là, on a parlé d'intelligence artificielle beaucoup chez Google, mais on a aussi beaucoup parlé c'est du discount, nous dit Virtanas. Je tairai le Groupe nom. Casino, dit Draxas. Il n'y en a pas des masses en même temps en France. Non. Donc Google Maps aussi se met, lui, par contre, non pas à l'AI, mais à l'AR.
puisqu'ils ont rajouté pas mal de réalité augmentée. Alors, c'est pas vraiment nouveau. On avait déjà vu ce concept-là à l'époque, quand Nokia était encore leader sur son marché. On parlait déjà d'AR à l'époque du Nokia N95 et tout ça. Puisque moi, j'ai travaillé dans un groupe dont je peux donner le nom qui s'appelait The Phone House. Et on avait fait une couverture de notre catalogue que tu pouvais pointer avec ton téléphone. Et à l'époque, je sais plus, c'était le Nokia... Ah, je sais plus lequel. Peut-être N96. Qui sortait de la couverture, en fait, bougeait, te montrait des trucs, tout ça, et suivait le tracking de la couverture. Donc on peut le tourner et regarder le téléphone sous tous ses angles. Donc c'est pas vraiment nouveau. Là, la nouveauté, c'est que ça va être couplé à tout un tas de capteurs et de services. Et la démo qu'ils ont faite était sympa. Quand vous sortez dans la rue, vous sortez dans le métro, et on vous dit, tournez à droite, seulement le téléphone, c'est pas dans quel sens tu es. Il faut faire quelques pas pour bien vérifier l'orientation. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un bout du plan, et on te montre la rue. Donc, tu as la double information, et tu sais où est-ce que tu dois aller. Parce qu'en fait, flotte en l'air aussi le nom de la rue. Tu vois, il t'affiche la 6e rue. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on était en droit, entre guillemets, d'attendre d'un Google Glass. Exactement. En fait, ça, c'est totalement ce qu'on aurait vu sur un Google Glass. Et pareil, si vous pointez un bâtiment, il vous affiche ils affichent les fiches Google Maps directement dedans. Genre si les vous cliquez horaires. dessus, vous voyez les notes, les horaires des établissements et tout ça, juste en pointant l'enseigne. Ça, c'est bien, ça. C'est pas mal, hein. Donc, plutôt bonne idée. Ils ont rajouté aussi des trucs assez sympas. Une nouvelle présentation, évidemment, de la recherche et tout ça, mais ils ont lancé un nouvel onglet qui s'appelle For You, où en gros, en fonction des lieux que tu as déjà visités ou de tes préférences ou des notes que tu as données, quand tu fais une recherche, il va te proposer d'abord les restaurants qui matchent avec toi. C'est un peu comme sur Tinder, et c'est vraiment ça la démo. Il dit ce resto a 98% de match avec vous. C'est d'habitude les endroits où vous allez correspondent exactement à ça. Donc par exemple, vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas du tout, et vous avez envie je sais pas moi, de bouffer dans un italien sympa, il est capable de dire ces restaurants-là ont à peu près les mêmes caractéristiques que ceux que vous visitiez, vous ne serez pas déçus si vous y allez. Et comme ton téléphone te connaît mieux que toi-même. Exactement. De nos jours. Exactement. Et du coup, l'idée en tout cas est vraiment cool de proposer ce truc-là dans Maps. Alors moi, pour le dernier What the Fox, vendredi dernier, je sors de chez moi, je monte dans ma bagnole, mon iPhone qui me dit tiens, tu vas au 159, machin truc. Mais comment il sait? Comment il sait, mon Dieu? Oui, et toi, c'est Siri. Ouais. Et en fait, il y a un souci de synchro labial, Nico Popi, on ne sait pas pourquoi. Pas pourquoi il y a un décalage là de son. Je vais essayer de voir si en rechangeant de caméra. Question de capture. Eh ben non, il n'y a même pas de. Non, mais je vais regarder. Il n'y a pas de capture. Hop, je reviens. Ah, c'est un peu mieux. Ouais. Ah, il y a toujours un petit décalage. Tu crois que c'est la scène? Je sais pas. Il y a un truc qui bug, je regarderai pourquoi après. Il y a aussi un truc assez sympa sur Google Maps, c'est que maintenant il y a un système de vote. Qui est intégré au système. C'est-à-dire, par exemple, tu dis on va bouffer je vous propose de bouffer dans tel resto. Et les gens peuvent directement dire moi je vote pour celui-ci, je vote pour celui-là, et ainsi de suite. Voilà, pour organiser des soirées et tout ça, c'est sympa. Dans la version réalité augmentée, vous pouvez aussi vous faire guider par un petit animal, donc c'est un renard, qui saute dans la rue et qui passe derrière les bâtiments en te disant vous le suivez, et il vous amène à destination. C'est rigolo de se dire je suis un avatar plutôt que de suivre une flèche ou un truc que je pourrais louper. Donc le système est pas mal bien. Un peu de gamification. Pas mal fait. Ouais. Donc voilà, plutôt cool. Parmi les nouveautés d'Android P aussi, on a les app actions. Qu'est-ce que c'est? Quand vous lancez le launcher d'app, vous avez tout en haut les apps que vous utilisez le plus souvent, et surtout des apps contextuelles qu'on voit juste en dessous. Donc là par exemple c'est appeler quelqu'un, et l'autre c'est je crois lire de la musique. Alors en fait si tu as un casque, si tu branches un casque, il va te proposer par exemple de reprendre la musique que tu lisais directement dans les apps actions ici en haut. S'il n'y a pas de casque branché, il ne te proposera pas ça, il te proposera une autre action. Toujours pareil en fonction du contexte, du lieu où tu es et tout ça. Donc c'est pas mal. Un nouveau système de navigation donc,
qui fonctionne un peu comme ce qu'on a sur l'iPhone 10. Vous avez une petite barre en bas que vous voyez, un petit trait. Et quand vous le swipez vers le haut, vous avez les cartes qui apparaissent et vous allez de gauche à droite pour choisir l'appli que vous voulez lancer. Vous avez aussi... Ce qui est très 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 WebOS 3 quand même à la Ah base. oui, bien sûr, c'est WebOS. WebOS. Le système est pas mal pensé. Il y a un bouton de retour aussi qui apparaît en fonction du contexte sur les apps. Qui apparaît en bas à gauche. Voilà, exactement comme dans WebOS, qui apparaît en bas à gauche du trait. Vous pouvez aussi slider le trait de gauche à droite pour faire défiler les applis. Et vous avez aussi, quand vous orientez votre téléphone en paysage ou en portrait, vous avez un petit bouton pour verrouiller ou pas l'orientation qui apparaît. Parce qu'en fait, il est capable de détecter ce contexte-là. Ils ont rajouté une fonctionnalité qu'on connaissait déjà 1000 fois sur 1000 téléphones, qui est, je le retourne et il passe en silencieux. Voilà, le Do Not Disturb. Le Do Not Disturb qui a vachement évolué, puisque maintenant, vous avez en fait un menu, en gros un menu dédié, que vous pouvez appeler. Voilà, pourquoi pas. Le dashboard qui va vous indiquer en fait la façon dont vous utilisez votre téléphone, avec les apps les plus utilisées, à quel moment de la journée. Vous pouvez définir un timer en disant tu me préviens dès que j'atteins 1 heure pour pas que je perde ma vie sur Instagram ou je sais pas quoi. Voilà, à noter quand même que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que toutes ces stats sont aussi envoyées aux développeurs maintenant. Ah bon? Donc les développeurs savent combien de temps vous utilisez les apps. Mais quelle surprise! Eh oui. Tu veux dire qu'il y a des gens qui regardent ce qu'on fait dans notre vie privée? Ouais, je te jure. Donc là, voilà, on voit un petit peu le dashboard, à quoi ça ressemble. Vous avez une proportion ensuite d'apps que vous utilisez. Vous pouvez définir donc des timers. Et alors, le wind down, qu'est-ce que c'est? C'est vous définissez une heure à laquelle vous allez vous coucher. Et le téléphone va passer en noir et blanc pour vous inciter à aller au lit et pas utiliser votre téléphone. Alors, on avait déjà ce coup de la lumière qui devient jaune sur le téléphone, machin, tout ça. Ah, ça, c'est pour éviter les lumières bleues. Hein, ouais. Mais là, ça va passer carrément en noir et blanc. Donc, je jette le téléphone tout de suite. Perso, je ne supporterai pas qu'un téléphone me dise qu'il faut que j'aille me coucher. Quoi. Mais c'est toi qui le définis. Bon, c'est une fonctionnalité comme ça qu'ils ont voulu intégrer à l'OS. Après, voilà, ils ont quelques raffinements au niveau de l'interface. Material Design 2 qui est vraiment top. Ils ont montré aussi le nouveau Google News qui utilise aussi l'intelligence artificielle de Google pour vous proposer les contenus qui vous correspondent le plus. Donc tous les matins, vous avez un digest de l'intelligence artificielle, donc quelque chose qui est déjà pré-mâché, pré-digéré. L'algorithme évite, dans une vie antérieure, et qui évite aussi les fake news en recoupant tout un tas de sources et tout ça. Pour éviter ça, bon voilà, pourquoi pas. Ils ont fait évoluer Google News dans le bon sens. Non, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Android P, en tout cas, j'ai trouvé vraiment bien. Et je dis pas que ça me ferait changer mon téléphone, mais ouais, il manquerait quelque chose encore, tu vois, en termes de domotique et tout ça, tout n'est pas vraiment au point, contrairement à ce qu'a fait Apple. Même si c'est pas au point, c'est pas mal. Perso, j'ai eu les 3 au final, hein, parce que j'ai fait 4 ans de Windows Phone. Oui, bon, moi j'ai tout fait aussi. Hein. Après, j'ai rallumé mon Lumia 930, tu vois. Ouh. Courageux. C'est clair. J'ai fait 2 ans d'Android et je dois dire que depuis que je suis sur iOS, j'ai quand même moins de... Je m'énerve moins globalement après mon téléphone. Je suis d'accord. C'est... Mais moi aujourd'hui, je trouve Siri tellement con. Ah, je l'utilise pas. Ouais. C'est peut-être pour ça que je m'énerve moins. J'utilise Siri moi que pour la domotique et du coup, c'est vraiment pas l'utiliser. Ouais. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors après, c'est le prix de la vie privée d'utiliser Siri, puisque forcément, il a beaucoup moins de données que ce qu'a Google. Et justement, on va parler maintenant de Google Assistant. Tu as fait cette transition incroyable. Puisque Google Assistant, lui, par contre, a reçu énormément de mises à jour. Et il y a des choses qui font un peu flipper. Donc, déjà, on va parler du multi-action, donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, d'accord, moteur de recherche, allume la lumière et mets-moi Netflix sur la télé du salon. Il va allumer la lumière et mettre Netflix sur la télé du salon. Ils ont montré des requêtes un poil complexes du genre qui était le gouverneur de Californie lorsque tel joueur de NFL a été tradé à l'équipe de machin. Eh ben, il réussit la requête parce il analyse, il découpe le truc, il comprend qu'on cherche une période et tout ça. Enfin bref, c'est impressionnant, ça marche. Voilà, donc du coup, on peut arriver maintenant à enfin des requêtes un peu complexes et pas des phrases, j'allais dire, très robotisées et peu naturelles, du style, voilà, tu vois, quand par exemple tu demandes en quelle année, machin, la question est très basique.
C'est en quelle année telle personne a fait ça. Mais tu peux te dire, tiens, l'année de la sortie de tel album de musique, tu sais plus quelle année, mais tu sais que c'était la même année, qui était le président de la République, tu vois, ou j'en sais rien. Et lui, il va te trouver ça. Truc pas nécessairement très utile, mais qui, enfin, Bah pour là, certains cas ce que je viens de d'usage. donner, c'est pas oui. des exemples très utiles, mais voilà. Non, Mais par comme contre, c'est déjà ça dans ton agenda et tous tes trucs, tu vois, ça peut être... Oui. Tu peux chercher les infos là. ouais. Par contre, aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, sur mon feed LinkedIn, il y a une news qui a popé à propos du Google Assistant. Ils sont en train de bosser sur une version bêta d'appels émis par le Google Alors Assistant. justement, on va en parler tout de suite. Ah, bon. Ça s'appelle Google Duplex, ils ont fait la démo sur scène. Ouais. Et c'est ouf. Ouais. C'est complètement ouf. En fait, Google Assistant, ils se sont dit, c'est cool, c'est dans les téléphones, mais en fait, on se rapproche vraiment du film Her, tu sais, Oui. avec l'assistant qui tu parles. Bon, il n'a pas la voix de Scarlett Johansson, même si maintenant il y a 6 nouvelles voix, dont celle de John Legend, aux États-Unis en tout cas. Chez nous, on verra. Et il y a une particularité, c'est que l'intelligence artificielle, avec sa puissance de calcul et tout ça, elle est capable de faire 1 milliard de choses à la fois que nous ne pouvons pas faire. Oui. Et donc, nous, quand par exemple on dit, oh, vas-y, on se fait un resto, je veux réserver un resto sur mon truc, j'ouvre le Google Assistant, je dis, vas-y, trouve-moi un resto pour 4, je sais pas, un resto chinois pour 4, ce soir à 20h. Et normalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il va aller regarder les restaurants qui autorisent les réservations via une application ou autre. Et si l'application est bien développée, comme la fourchette par exemple, et si elle est connectée à Google Assistant, il va te dire, ben voilà, on a trouvé tel truc, est-ce que vous voulez réserver? Tu réponds oui, mais tout se fait via logiciel et on reste dans quelque chose de 100% numérique. Là, en fait, on parle de quelque chose qui est complètement différent, puisque l'idée, c'est que elle va appeler le restaurant. C'est-à-dire que vous avez juste envoyé un message, vous avez fait une requête vocale en disant réserve-moi le resto, machin. Je perds ma voix, t'as vu? Et automatiquement, Google Duplex, du coup, c'est comme ça qu'ils appellent cette fonctionnalité, va appeler un restaurant. Va dire voilà, j'ai un client qui cherche un restaurant pour 4. Et alors là, ils ont montré l'exemple sur un, mais il pourrait appeler 10 restaurants en même temps. Bah oui. Et au fur et à mesure, dès que le premier a répondu OK, il peut dire aux autres bon, mais désolé, non, merci, et hop, et on se rabat sur le premier. Il pourrait le faire. Bon, là, apparemment, mais les appels étaient après les autres. Donc, il te dit voilà, j'ai besoin d'un restaurant pour 4 et je veux réserver une table pour ce soir 20h. La personne en face lui dit OK, alors je regarde, bah, désolé, j'ai pas de place par exemple. Donc, du coup, il annule le truc, il dit bah, désolé, et toi, tu as un message qui te dit on n'a pas pu réserver. Ou au contraire, il dit OK, mais par contre, pas 20h, 21h. Et donc, toi, tu reçois une notification qui te dit est-ce que 21h vous convient, et voilà. Si dans ton truc, tu disais pour ce soir en étant vague, il te dit OK, bah, il commence en disant à 20h. Il dit bah, 21h, il dit OK pour 21h, et voilà. Et ensuite, tu te retrouves avec une notif qui te dit votre restaurant est réservé, blablabla. Il a ton nom, il a tout ce qu'il faut, donc il dit à tel nom, et tout va bien. Et si la personne en face lui dit bah, je connais comment vous appelez le nom, il est capable de l'épeler. Hein. C'est très très basique comme fonctionnalité, donc voilà. C'est assez bluffant. Ils ont fait la démo avec, si je dis pas de bêtises, ils ont fait avec un restaurant chinois d'ailleurs, et avec un salon de coiffure. Ouais. Et celle du salon de coiffure, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, mais c'était pas mal. Hein. Sincèrement, la démo est assez bluffante où il dit voilà, j'aimerais un rendez-vous entre 10h et 15h, je crois. Bah, leur texte to speech commence à être assez balèze au niveau des nuances, des tons, des inflexions. Et quand il dit attendez, veuillez patienter, je regarde, l'assistant ne laisse pas un blanc en fait. Oui. Fait, Et enfin voilà, c'est assez ouf. Et sur ce qui est assez incroyable, c'est que les gens en face ne savent pas qu'ils parlent à un robot. Moi, je trouve ça tellement peu éthique. Ben, en fait, moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Je sais pas si vous regardez la série Westworld. Non. Dans l'épisode 2 de la saison 2, donc qui est passé il y a une semaine, je vais pas spoiler. Non, même pas. Enfin, je sais même pas si c'est là. Bon, bref. Vous vous rendez compte qu'à un moment, dans cette série, des gens ont rencontré les robots pour la première fois. Et se sont dit, what the fuck? Comment c'est possible, tu vois. En fait, moi, j'ai ressenti un peu ça lundi. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est pas possible, on en est là, en fait. On en est là. Est-ce que c'est ce que je viens de voir est vrai? Ou est-ce que c'est complètement bullshité, en fait? Après, Google dit que c'est vrai. Bon. Non, mais je suis d'accord. On n'a pas trop de raison de pas y croire. Mais... Si ça marche comme ça, Moi, j'aimerais bien savoir combien d'appels ont foiré avant qu'ils en aient 2 ou 3 de concluants. Parce que, ok, le resto chinois, montré, il arrive à... J'aimerais réserver pour mercredi 7.
Alors, vous les réservez pour cette personne? Oui. Non. Pour 4. Mercredi prochain. Et l'autre, quand? Mercredi prochain. Ouais, c'est ça. Pour ce soir, machin? Non, mercredi prochain. Enfin, c'est assez incroyable. Autre chose. Le truc sympa, alors vous avez sans doute vu ça, moi j'utilise énormément Google Maps pour ça. D'ailleurs, j'ai Google Maps installé sur mon téléphone uniquement pour ça. Pour les horaires des établissements. Ouais. Alors, c'est très bête. Hein. Juste un truc, la démo du resto chinois, elle va vachement plus loin, c'est là où Oui. ça m'a séché. C'est que la nana, donc il dit non, je veux réserver pour 4. La nana lui redemande pour quand, il dit pour mercredi. Et puis là, elle réfléchit, elle dit ah non, mais pour 4, on réserve pas. On réserve qu'à partir de 5. Et là, l'assistant lui dit ah, mais du coup, si on arrive vers telle heure, il y a combien d'attentes? C'est quand même, moi, je trouve ça quand même assez dingue. Oui. Si on arrive vers telle heure, c'est ça. Il y a combien d'attentes? L'autre, elle lui répète, mais pour quand? Il dit bah pour mercredi prochain. Elle dit mercredi prochain, vers 19h, non, c'est bon, une table pour 4, vous l'aurez sans problème, il n'y aura pas d'attente. Et l'autre, il dit ok, ça me va, merci, au revoir. Et là, tu vois, par exemple. Ah, mais c'est ouf. Hein. Si ça marche vraiment comme ça, c'est un truc de fou. Et là, tu vois, par exemple, sur Google Maps, bon, par exemple, j'ai pris la Doute Café qui est à Forum. On a en fait pas mal d'infos. Tu as les horaires d'ouverture. Il me dit vous êtes venu ici il y a 8 mois. J'y suis venu avant. Ouais. T'as vu? Ouais. T'as toutes tes visites depuis 2014. C'est ouf. Hein. C'est balèze. Enfin, c'est balèze. C'est flippant. C'est trop balèze. Là, on voit en fait les horaires. Ensuite, en dessous, on a le menu, trouver une table si on veut réserver, commander, machin, numéro de téléphone. L'affluence en temps réel. Là, en ce moment, à 20h, ils disent que c'est assez animé. Jusqu'à 30 minutes d'attente en général. Et tu peux choisir le jour. Par exemple, je vais prendre le jeudi. Le jeudi, on voit que c'est un peu moins animé. Je sais pas sur quoi ils se basent. Ben, en fait... Sur les gens qui ont leur téléphone dans le resto, je pense. Exactement. Ouais, mais du coup, bon... C'est exactement ça. Et le temps que tu y passes. Le temps que tu passes dans le restaurant. Et honnêtement, c'est ultra dingue. Et là où ça va très loin, c'est... là, par exemple, demain, c'est l'Ascension. Les horaires sont sans doute différents. Donc, il affiche horaires pouvant varier. Si demain, je veux savoir si c'est ouvert, j'ai juste à me connecter sur la fiche. Et la première personne qui se connecte, Google Duplex va appeler le restaurant en disant à quelle heure vous fermez aujourd'hui. Et s'ils disent on ferme à 19h, il va mettre à jour la fiche. Et ça va la mettre pour tout le monde. Il va pas appeler 50 fois à chaque fois que quelqu'un consulte la fiche. C'est ouf ou pas? Ça, ce sera... Enfin, pour l'instant, ce pas sera en encore, bêta, mais ouais, carrément. Carrément, j'ai vu ça. Enfin... Tiens, là, je vois, ça fait presque Terminator, quoi. Là, je vois que j'avais un rendez-vous à Forum à 17h30 aujourd'hui. Ah. Il affiche les rendez-vous sur la... ça j'avais vu, ouais. C'est ouf. Ça, je l'avais vu. C'est ouf. Tu vois, j'ai un petit cœur sur la salle de gym parce qu'elle est dans mes favoris. C'est la salle Léo Lagrange. Enfin bref, ça commence à aller très loin. Ça commence à aller très très loin. Et des choses qu'on n'imaginait pas possibles le sont aujourd'hui. Et ça, quand je vois ça, j'ai eu une vraie sensation de malaise en me disant ces gens-là n'ont pas eu conscience qu'ils parlaient pas à un être humain, en fait. Ouais, je trouve ça horrible. Et horrible, je sais pas, mais... Moi, je trouve ça fortement horrible parce que ça va... S'ils le font et qu'ils ouvrent l'API, ça va faire exploser les spams téléphoniques, quoi. Bonjour, je vous vends du double vitrage, machin, je sais pas quoi. En fait, c'est pas... On va en avoir, mais des milliards par jour, quoi. Non, mais complètement. Toutes les dérives de ce truc-là qui sont possibles. Bon, après, la façon dont ils l'ont présenté, on n'a pas trop l'impression qu'ils vont l'ouvrir non plus. Donc, non. Non, a priori, ils vont le garder pour eux, dans un premier temps, en tout cas. Ouais. Mais ça pourrait être un service qu'ils vendent pour se faire un peu de beurre avec. Après, la démo était en français, en anglais, pardon. Est-ce qu'ils savent faire le même niveau de text-to-speech, de langage naturel processing de Google Home est pas mal. Il s'est vachement amélioré, je trouve, en français, en tout cas. Ouais. Par moments, les phrases sont très naturelles. Il y a d'autres, tu sens que les liaisons, par exemple, elles ont encore du mal. Mais ça va, honnêtement, avec le deep learning et tout ça, et toutes les commandes qu'on envoie, en fait, le système va s'améliorer. Ouais. Et ça sera exponentiel, en fait. Donc c'est ça qui est assez dingue. Donc bref, Google Assistant est très très loin devant la concurrence. Enfin, dans la démo, en tout cas, va gagner une énorme avance. Aujourd'hui, il est encore un peu con-con, mais honnêtement, ça commence à devenir très très fort. Là, il y a encore des choses qui sont pas fonctionnelles, ajouter des rendez-vous, des trucs comme ça. Tu comprends pas pourquoi en FR ça y est pas. Alors que ça y est dans d'autres pays, mais ça viendra.
Et là, ça va commencer à devenir assez balèze. Tu n'auras plus besoin de toucher ton téléphone même, avec Google Home et autres. Il y a une Donc, start-up sur Bordeaux dont c'est le business. Oui. Ils font de l'assistant hybride. Ce qu'ils appellent assistant hybride, c'est le système sait faire des choses basiques, comme par exemple mettre un rendez-vous dans un Google Calendar, un truc comme ça. Donc c'est un chatbot. Tu lui dis mets-moi un rendez-vous tel jour, telle heure, il le fait. Et si tu lui dis prends-moi rendez-vous chez le... Enfin, le pitch de la boîte, c'est si tu lui dis prends-moi rendez-vous chez le coiffeur, en fait, il y a un moment où l'IA va savoir qu'elle ne sait pas faire, elle va débrayer un opérateur humain. Ouais, ok. Et ça, en fait... C'était ce que faisait, par exemple, Facebook avec son assistant M, là. Ouais. Et alors ça, ils le font de façon industrialisée et en marque blanche. Pour les... Pas mal. Ils ont eu pas mal de touches. Ils ont pas mal de contrats qui sont tombés. Et là, une annonce comme celle-là, ça risque de leur faire très mal. Ouais. Enfin, si Google l'ouvre. Hein. Bah ouais, parce que là, ça les tape dans leur cœur de métier, quoi. Ah bah là, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'opérateurs. Et même les centres d'appel, quand tu vas appeler chez Orange. Bah oui, complètement. Complètement. S'ils ouvrent la techno ou s'ils la mettent à dispo en marque blanche, c'est foutu, quoi. Plus de centres d'appel, ça va être assez facile d'automatiser. Plus de démarcheurs. Non. T'as plus besoin de rien, quoi. C'est assez incroyable et ça fait flipper à la fois. Justement, dans la partie autonome, ils ont aussi parlé de Waymo qu'ils ont racheté. Alors, on avait déjà parlé de Waymo. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, Waymo, ce sont les voitures autonomes. Ce sont des GM Pacifica, je crois. Enfin, des Chrysler. Non, pas des Chrysler, des GM. Je sais pas ce que c'est comme voiture, mais, ou des Buick peut-être. Bref. Des gros monospaces 7 places qui sont totalement autonomes. D'accord. Et aujourd'hui, il y avait quelques familles du côté de Phoenix, je crois, qui les testaient. Ouais, en Arizona, oui, c'est ça, Phoenix. Qui testait ça, trié sur le volet. Il y avait une fille, par exemple, qui avait eu un accident de voiture quand elle était jeune. Elle était passagère, elle n'a jamais voulu passer le permis de conduire. Mais là, en fait, par contre, se faire conduire par une voiture autonome, pas de souci. Et comment ça se passe? Jusqu'à présent, tu avais une app. Tu disais, je veux un véhicule à telle heure pour aller à tel endroit. D'accord. Le véhicule vient devant chez toi, tu rentres dedans, il t'amène, et voilà, et c'est fini. Okay. Il optimisait le trajet, tu pouvais dire ou pas si tu voulais prendre des gens en chemin, et du coup, il prenait d'autres personnes en chemin si besoin. C'est du taxi autonome, quoi. C'est exactement ça. Assez gros, comme ça tu peux mettre tes courses dedans, voilà. Il y a une famille qui, par exemple, envoyait ses enfants au sport sans les amener. Commandait le véhicule pour eux et ils partaient faire du sport. Voilà, pourquoi pas. Bon bref, c'était pas mal. Ils ont fait une démo de maintenant les progrès qu'ils ont fait en termes d'imagerie et de capteurs et ils se targuent d'être parmi les plus avancés du marché. Par exemple, l'accident qui est arrivé il n'y a pas très longtemps avec la Volvo de chez Uber. Ouais. Ils en ont parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps puisque en gros on sait enfin que le système a choisi d'ignorer le piéton. C'est ça. Voilà. Il a été réglé en réglage faible de détection. C'est ça. Pour éviter de s'arrêter pour les sacs plastiques ou les trucs comme ça. C'est ça. Dommage. Hein. Pas de bol. Donc du coup, voilà. Donc il a choisi d'écraser, quoi. Il a choisi d'écraser. Enfin, il n'a pas choisi. C'est on lui a dit, un raccourci. S'il y a un petit truc, c'est pas grave, tu passes. Ouais. Voilà. On lui a donné un ordre qui était celui-ci. Oui. C'est pas la décision prenait pas. Le souci avec tous ces capteurs et tout ça, c'est que quand ils sont basés sur la vision encore, bon, on a bien vu la Tesla qui avait pas vu le camion avec le soleil, machin truc. Bon, il y a toujours des défaillances. Là, Waymo utilise des lidars, des caméras, des radars, enfin, lidar donc qui scanne à 360 tout autour. Du coup, la voiture voit de jour comme de nuit parfaitement. Est capable de détecter tout ça. Mais par contre, quand il pleut ou il neige, ça pose un problème. Et du coup, ça empêchait la commercialisation ou même le fonctionnement de ces outils en cas de très mauvais temps. Je vous montre un petit gif. Voilà, ça c'est ce que voit la voiture quand il neige ou qu'il pleut. Et c'est pour ça, c'est ce qu'elle devrait voir normalement. Et ça, c'est ce qu'elle voit via la caméra. Donc il est en train de neiger. Forcément. Voilà. Et quand il neige, en fait, le lidar interprète la neige comme des obstacles. C'est ça. Voilà. Des petites particules partout. Ouais. Donc pour éviter de voir ces particules, en fait, ils ont couplé les capteurs, enfin la partie vidéo, la partie radar et la partie lidar. Et ces petites particules qui sont en mouvement ont un pattern qui est assez facile à comprendre, même la pluie. Et donc du coup, en temps réel, il est capable de faire disparaître
la neige ou la pluie autour de lui Magie. et de conduire comme s'il n'y avait absolument rien. C'est assez bluffant quand tu vois Ah oui. comment c'est interprété. Et on voit les obstacles, hein, on voit les voitures qui sont des gros blocs, hein, du coup. Mhm. On les voit bien après sur l'image une fois qu'elle est nettoyée. On voit voilà, les blocs qui correspondent aux différents véhicules. D'ailleurs, même si vous regardez bien, par rapport à la caméra, il voit un véhicule qui est dans la rue à droite que nous, on ne voit même pas. Voilà, je sais pas si vous voyez le Ouais. cube à droite, enfin qui est dans l'allée, ça doit être un garage, je pense. Ouais. Que nous, on voit même pas sur la vidéo où on devine, enfin sur la partie Mhm. photo, on devine à peine. L'intérêt de ça, c'est que on a la possibilité d'anticiper vachement de choses. J'en ai parlé aussi rapidement, vite fait, voiture autonome mardi, parce que j'ai failli avoir un accident. Un véhicule qui a grillé un feu rouge. Assez rapidement d'ailleurs, route de Toulouse. Et j'ai réussi à freiner, mais à très peu de choses. J'ai cru qu'il m'avait touché même. Après, j'ai quand même vérifié la voiture, Ouais. tellement c'est passé près. En fait, il n'y avait rien, hein, forcément. Sinon, je serais peut-être même pas là pour vous en parler. Donc là, par exemple, le véhicule autonome aurait pu anticiper ça. Parce qu'il aurait détecté le véhicule. Moi, j'aurais regardé devant moi. J'ai pas du tout vu qu'un véhicule arrivait sur ma droite à fond. Lui aurait pu complètement anticiper ça. Et si, Et alors si on vivait dans un monde dans lequel il y avait que des véhicules autonomes, Ça serait réglé. il n'aurait pas grillé le feu rouge. Il n'aurait pas grillé le feu rouge. Et Waymo, justement, travaille sur ça. Sur la création d'une flotte. Et ils vont même créer maintenant des véhicules sur mesure. Parce que jusqu'à présent, on avait des véhicules adaptés avec des gros radars sur le toit, machin. Là, ils vont signer des partenariats avec des constructeurs automobiles pour fabriquer des véhicules dédiés au Waymo où tous ces capteurs seront finalement dans le véhicule. Planqué. Peut-être même que le volant ne sera plus là. Ouais. Là, ils faisaient des tests et il y a eu un accident la semaine dernière. Je vais vous montrer ça. Voilà. Comme on peut voir, il y a une voiture qui s'est encastrée dans le véhicule Waymo. Donc là, on voit hein, le véhicule. Je crois que c'est une Chrysler Pacifica, je crois, un truc comme ça. On voit le véhicule Waymo. Alors la vidéo est assez trouvable sur internet où on voit ce qui se passe sur la dashcam. Donc selon les premiers rapports, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une voiture a foncé en circulant dans le sens opposé. Bon, en gros, ce qui s'est passé exactement, c'est que un véhicule a grillé un feu. Et la voiture qui arrivait sur la voie d'en face s'est déportée sur la voie du véhicule Waymo en arrivant. Voilà, elle a voulu éviter en fait et elle n'a pas pu éviter par contre le Waymo parce qu'elle perdait le contrôle. Ouais. Et elle a foncé dedans. Donc il y avait un chauffeur dans la Waymo qui était là, un opérateur plutôt, qui était là pour vérifier que tout se passait bien. Mais il n'a pas eu le temps de réagir. Ouais. On voyait déjà que si ça avait été une voiture normale, voilà. Il n'a pas du tout eu le temps de réagir. Et le Waymo non plus, parce que le véhicule fonçait sur lui. Et il n'a pas eu le temps d'anticiper le paramètre, et sachant que le Waymo était en train de s'arrêter, lui. Bah, il n'y a pas de magie en même temps. Voilà, il n'y a pas de magie. Le truc n'a pas pu se téléporter. Non, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, mais Waymo, il y a eu un accident il n'y a pas longtemps, machin, et tout ça. » Oui. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que, à la différence de ce qui s'est passé avec Uber, par exemple, où il a considéré qu'un piéton, qui était pourtant passif pour la voiture, il ne fonçait pas dessus, il fallait pas faire de manœuvre d'évitement. Le Waymo, en fait, a eu envie, mais il ne pouvait pas. En fait. Dans ce cas-là, il ne pouvait rien faire. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Et donc, du coup, il a préféré se prendre le véhicule. Sachant que la Honda a traversé quand même le terre-plein central. Elle roulait à 64 km/h quand elle a traversé et elle a foncé dans le monospace. Qui, lui, par contre, arrivait à faible allure, puisqu'il s'arrêtait. Voilà. Il y avait un chauffeur qui était présent au volant, mais le monospace, lui, était en mode autonome et il n'a rien pu faire. Il n'y a que les conducteurs qui ont subi quelques blessures mineures, mais rien de très grave. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ce truc-là. Tant que on aura... J'ai vu la vidéo de l'accident, personne n'aurait pu l'éviter vu la vitesse de la voiture d'en face. Complètement scalée. Voilà. C'était juste pas possible d'éviter le véhicule. Je crois que la vidéo vient d'être postée par Nico Poppy d'ailleurs sur YouTube. Et voilà, c'est assez impressionnant, mais Waymo est un service complètement dingue. Et d'ailleurs, ils ont montré la vidéo où tu as un papy et une mamie qui montent à l'arrière. Il n'y a personne dedans. Et quand le véhicule démarre et tout ça, ils sont... Enfin, c'est le futur, quoi. Ouais. Déjà, moi, je trouve que quand ma voiture fait des créneaux tout seul, je trouve que c'est le futur. Ouais, complètement. Donc, imagine, quand tu es dans un véhicule qui est 100% autonome, c'est quand même quelque chose. Moi, je me souviens d'une vidéo il y a 5-6 ans, je pense, où
Il y avait eu un véhicule autonome qui avait fait un trajet d'un domicile à un magasin, je crois. Et au volant, c'était un aveugle. Ah oui, oui. Et il disait, bah moi, c'est ce dont je rêve depuis, C'est ça. depuis très longtemps. J'ai regardé les Waymo, a priori, ce sera des Jaguars. Mm. Des Jaguars I-Pace. C'est ça, des I-Pace, mais qui vont être équipés pour. Ouais. Ils veulent passer à l'électrique parce que là, je crois qu'il n'est pas électrique, il est peut-être hybride, mais. Mais voilà, mais le I-Pace aussi a le gros avantage d'avoir, je sais plus, 500 km d'autonomie ou un truc Ouais. comme ça. Ou 400. Ce qui est largement suffisant. Et la mamie qui parle au Google Home Mini, on en parle. Ah oui, c'est vrai. Ils ont fait une démo du Google Home Mini où alors, bon, éteignez vos Google Home. Elle avait du mal. Elle faisait OK Coco, OK Coco, hey Coco, et il répondait jamais. Et au bout d'un moment, il lui bip, elle lui parle. Je sais plus, je lui demande quelle est la température ou je sais plus quoi. Et le truc lui répond et là, elle est. Je te jure, elle fait une tête, mais comme si elle avait rencontré Dieu, quoi. Tu vois? Ce truc me part. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez incroyable. Et là, on en est vraiment, je pense sincèrement, qu'on arrive à un moment intéressant pour la technologie, où ces trucs-là que nous, on utilisait comme des débiles, enfin, comme des geeks, on avait envie d'être les pionniers sur ça et s'amuser. Ouais. On arrive dans le monde des consommateurs et de nos parents, l'accessibilité et tout ça. C'est des trucs que nous, on s'en émerveille plus aujourd'hui parce qu'on se dit, ouais, ok, puis c'est un pauvre algorithme derrière, c'est machin, ces trucs. Mais le découvrir avec leurs yeux candides, ça doit être super impressionnant. Ouais. De se dire, quelqu'un qui aujourd'hui découvre le Google Home Mini, fait des requêtes, machin et tout ça, c'est complètement ouf, quoi. Bah, quand t'as pas eu à le tester quand la peinture était pas sèche, C'est ça. plus bluffant C'est beaucoup plus bluffant. que quand t'as participé à l'apprentissage du truc. Complètement. Salut Dark Wipe. Donc voilà, c'est et là, c'est le bug, ne dit sortez. Ouais, pour le moment en français, il y a encore des progrès à faire, mais honnêtement, ça marche quand même pas mal. Donc tu dis OK Google et Google l'a intégré. Elle dit OK Google. Oui. C'est dingue ce qu'on peut faire avec des frameworks. Oui, Virtanas. Mais non, honnêtement, la reconnaissance vocale, Google Duplex. Ah, mais il commence La à boucler partie des boucles. assistant. Ah oui, là, c'est ça. En fait, c'est des expérimentations que tu vas dans des coins. Et Il là, commence tu à commences faire à voir des- le big des picture et tout Ouais. ce qui se passe. Et ça devient ouf, quoi. Carrément. Donc, salut Orion. Donc, ça devient dingue. Et là, tu vas pouvoir, avec ton Google Home, dire j'ai besoin d'une voiture pour dans 10 minutes, je m'en vais. Et le Google Home va te dire ok, machin. Aujourd'hui, ce qui manque encore à Google Home, c'est la proactivité. C'est. Il sait qu'il y a du bruit dans une pièce. Donc, il sait que tu es là. Il sait que tu es à ton domicile, même. Et si tu as un rendez-vous, un truc comme ça, il peut te dire ah, partez maintenant parce qu'il y a du trafic. Et tu vois, ce genre de truc. Il manque ça, en fait. Ouais. Donc, le patron de ma mère pensait que je me foutais de lui quand je parlais à mon Apple Watch. 2 jours plus tard, il avait un iPhone et une Apple Watch. Eh oui, va le voir. Et du coup, tu parlais effectivement de big picture et de plein de choses qui pop de part et d'autre. Transition toute trouvée avec une annonce de la build Oui, qui était l'Intelligent Edge ouais. On va passer de Google à Microsoft. Et effectivement, Microsoft nous a parlé de ce que c'est que l'Intelligent Edge, ce qu'ils nomment Intelligent Edge. En fait, ça va de pair avec ce qu'ils nomment le Intelligent Cloud. Waouh. Donc en fait, c'est beaucoup d'IA, de machine learning, de deep learning, de ce que vous voulez learning. Dans le cloud, parce que tout ça c'est très gourmand en termes de CPU, en termes de RAM, en termes de données aussi, de jeux de données, les volumétries des jeux de données pour apprendre, pour entraîner une IA, c'est vraiment énorme. Et il est complètement inconcevable de faire ça sur un PC par exemple. Tout à fait. La plupart du temps. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut lui apprendre, bien sûr. Mais pour la plupart des vraies applications, type reconnaissance d'image ou même de flux vidéo, enfin de forme à l'intérieur de flux vidéo, c'est juste pas possible d'entraîner ça sur du matériel conventionnel. Complètement. Donc, ils font tout ça à l'intérieur d'un cloud qui s'appelle le Intelligent Cloud. Et alors, ce qu'ils appellent le Intelligent Edge, en fait, donc tous ces objets qui sont représentés par des icônes, donc les voitures, les consoles, les smartphones, les PC, enfin les Tout ce qui laptops, est des objets, thermostats, voilà, tout ce qui machin. est IoT, les jouets du gosse en Bluetooth qui sont super bien sécurisés, comme on en a parlé il y a Ouais. pas très longtemps.
Tout ce qui est shopping, tout ce qui est appliance de boîte ou autre, tout ce qui est sécurité, tout ça, et tout ce qui est aussi domotique, Oui, tout ça, pour Microsoft, a vocation à être connecté au cloud. Mais, de toute façon, c'est ce que la plupart des constructeurs font à l'heure actuelle. c'est pas Pourquoi forcément la meilleure solution. Hein. Votre connexion Internet plante, au revoir. Ouais, vous pouvez plus ouvrir la porte, tant pis. C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'il parle d'Intelligent Edge? Parce qu'au final, qu'on connecte des objets au cloud, ça a du sens par rapport à l'Intelligent Cloud. Mais le Intelligent Edge, en fait, c'est le fait que le cloud va venir sur les appareils. Donc pourquoi est-ce qu'il parle de cloud qui vient sur les appareils? On en parlait tout à l'heure, entraîner une IA, entraîner un algorithme de machine learning, de deep learning, etc. C'est énormément de ressources. Donc ce sont des énormes serveurs avec des bases de données monstrueuses, ce qu'on appelle la big data, tout un tas de choses. Et tout ça, bien sûr, ce n'est fait pour le moment que dans le cloud, ou si vous avez les moyens de monter une ferme de 2000 serveurs, bah, tant mieux pour vous. Et une fois que cet algorithme est entraîné, en fin de compte, les données issues de cet entraînement, donc pour pouvoir les utiliser, sont pas si énormes que ça. C'est pas un volume énorme. Souvent, on parle de formules mathématiques, de statistiques multiniveaux, des choses comme ça. Merci pour le sub, notre smudge. Yes, merci. Et Intelligent Edge, parce que le cloud Microsoft va pouvoir être en mesure de descendre ces données vers les devices en eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que si jamais dans le cloud on a entraîné une IA à reconnaître notre tête, par exemple, et que sur notre porte d'entrée il y a une webcam connectée à la gâchette de la serrure, bah, potentiellement cette webcam connectée, y compris si elle n'est pas connectée à Internet parce qu'elle l'a été à une époque, elle a téléchargé l'entraînement de la reconnaissance de votre visage en mode offline. Du coup, tant qu'elle a de l'électricité, en fait, elle est capable de vous reconnaître, puisqu'elle va pouvoir exécuter son algorithme. Et une fois qu'elle vous reconnaît, elle peut vous libérer la porte, vous ouvrir la porte. Donc ça, c'est pas mal l'idée. C'est un exemple. D'ailleurs, ils ont parlé de leur propre matériel, de ce genre de choses, comme d'hab. Oui, c'est ça. oui. Les caméras qui intègrent le truc. Oui, les caméras by je sais pas quoi, with Microsoft. Ouais, il y a pas mal de monde. Merci à Adrien Redon aussi, ça x12. Mais du coup, ouais, je pense que tout ça va de plus en plus se démocratiser, comme on en parlait par rapport à Google. On va effectivement vers un monde dans lequel on va avoir de plus en plus de big picture et de services un peu aboutis qui vont nous permettre de faire des choses vraiment... L'exemple que donnait Microsoft, c'était un exemple très B2B avec la caméra qui reconnaît une défaillance sur un tuyau, qui est capable du coup d'envoyer une alerte, de remonter ça dans Power BI et de faire apparaître une alerte sur une interface et tout ça. Donc bon. Mais après, il y a des exemples, enfin je pense qu'on peut avoir des exemples, des milliards d'exemples. Enfin, je pense par exemple, je sais pas, une webcam à l'intérieur de votre salon, et puis... Mon article dit prévenir à l'amant de votre femme de se dépêcher car elle retient monsieur exactement. la porte. Typiquement. Si dans le salon, si dans la chambre il se passe des trucs pas réglo, et qu'il y a une webcam, peut-être que ça peut se détecter. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Ouais. Non, mais il peut y avoir plein d'applications, je pense, différentes. Je pense notamment sur le domaine public. Tout à l'heure, tu parlais de l'AR où tu vois tu cibles un bâtiment et tu vois sa fiche Google à côté. Oui. Bon, bah, potentiellement, tu pourrais cibler un bâtiment et en ciblant le bâtiment, tu pourrais dialoguer avec un device IoT. IoT dedans, ouais. Qui est genre sur la devanture ou un truc comme ça. Lui-même pourrait te renvoyer des infos, te poser des questions, toi lui poser des questions, sauvegarder ça. Et voire même ça pourrait être un chatbot offline qui communique en Bluetooth LTE avec toi. Et le machin serait capable, grâce à son algo d'IA téléchargé en Intelligent Edge, bah, de répondre à des questions basiques. Si tu as plus de questions concernant le commerce ou le lieu que tu pointes. Et du coup, je pense qu'on peut arriver à des scénarios qui peuvent être vraiment, vraiment, vraiment très sympas. Il y a une session spécifique à la build sur le sujet.
Et c'est vraiment, de ce que j'ai compris, voilà, c'est vraiment... Mais là, ce qu'ils disent aussi, c'est que le IoT on the Edge, l'intérêt aussi, c'est de réduire les temps de latence et tout ça, quoi. Ouais. Parce que forcément, vu que les données sont locales, Ben oui. ça va beaucoup plus vite. Il n'y a que s'il n'interprète pas ou il a du mal qu'il va aller le voir dans le cloud. Exactement. Et il parlait notamment de... à partir du moment où vous faites de l'analyse vidéo ou de l'analyse d'image, si vous n'avez pas l'algo d'IA qui tourne sur la caméra en elle-même ou juste à côté, sur un device à côté, vous êtes obligé de constamment streamer le flux vidéo vers le cloud. Et donc ça mange de la bande passante sur la connexion, ça pollue la planète, ça fait plein de trucs. Et du coup, si le device en lui-même est capable de faire, d'interpréter le flux en local, ça sauvegarde, ça libère tout un tas toute une chaîne de processing qui est plutôt non négligeable si tout le monde s'y met, quoi. Enfin, si tous les devices s'y mettent. Donc voilà. Je pense que c'est quand même pas mal. Puis moi, un petit aparté, ça me fait quand même de plus en plus penser au monde dépeint par William Gibson dans ses romans. Il y a pas mal de romans dans lesquels il parle d'un monde dans lequel tout serait très connecté, et y compris connecté avec de la réalité augmentée. Comme, je pense à identification des schémas, code source, des trucs comme ça. Et je trouve qu'on s'y dirige quand même fortement. Donc je pense que... Il peut y avoir des... on peut avoir des surprises. Voilà, il peut y avoir des bonnes surprises, des mauvaises surprises. C'est ça. Un peu mais, tout. Voilà. Honnêtement, on n'est qu'au début, donc on suivra ça évidemment de près. Après, ils avaient déjà commencé à en parler dès l'année dernière, hein, finalement. Oui. Là, c'est plus l'entrée en application. Ouais. On va parler, pas d'application, on va parler justement des annonces côté application. Mais quelle transition magnifique! Incroyable! Quelle transition! Toute ma vie. Magnifique, exactement. Donc, voilà. Des gros changements. Hein. Ah ouais, magnifique, un changement énorme. Dans la première annonce, vraiment, qui va faire très plaisir aux développeurs Windows qui sont dans la salle, pardon. Merci à Babilas aussi qui vient de s'abonner pour la 14e fois à la chaîne. Merci pour le sub. En fait, c'est une annonce exprès pour Nico Poppy. Hein. C'est les développeurs Windows et Windows Phone qui vont effectivement bénéficier d'un nouveau modèle de partage de revenus. En fait, ils vont récupérer 95% de l'achat si le produit a été trouvé à travers le Microsoft Store. 85% j'ai dit, ou 85. 85. Dit, mais 85. D'accord, pardon. 85 s'il a été trouvé à travers le store, 95 si c'est du lien direct. Donc un deep linking vers le store. Alors, bon, c'est un beau geste. Ça ressemble un peu à un chant du cygne quand même. Mais c'est un beau geste. Bon, bien sûr... Le moteur de recherche du Microsoft Store est nul, les devs toucheront 95%. C'est ça. Tout le monde passe par Google, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, Android Windows, ouais, c'est un peu ça, effectivement. Ouais. Tellement. Et oui, ça concerne pas les jeux. Enfin, ça concerne que les applications commerciales. Donc il y a tout un tas de choses qui sont exemptes. Qui sont exclues du tableau. De ce truc-là. Bon, c'est... Voilà, moi je trouve que ça fait quand même vachement chant du cygne du store, en mode on sait plus quoi faire pour attirer des développeurs, venez, on vous donne des sous. Ouais, c'est ça. Après, 95% de pas grand chose, ça fait toujours pas grand chose. C'est ça le problème, c'est que je sais pas quels sont les chiffres de vente du store. Mais dans tous les gens que je connais qui ont Windows 10, la plupart n'ont jamais rien dépensé sur le store. Rien du tout. Non, tu installes des applis gratos. C'est ça. De toute façon, quand il te faut une appli, soit tu vas télécharger un exe sur internet, soit même tu fais un bookmark dans ton navigateur parce que tu as l'appli en web en général, quoi. Exactement. C'est un peu dommage. Justement, parlant d'appli en web, exactement. Support des PWA amélioré. Ouais. Si je me souviens bien, c'est avril 2018. Le Windows Update qui vient de passer, Edge supporte les PWA, donc Progressive Web Apps. Les PWA, c'est une façon, une des plus modernes de faire des applications mobiles. Sont des applications qui sont en fait... Oh, merci pour les 1000 bits, Zal. Ah ouais, balèze. Ça fait 10 €. Hein. Bah dis donc. Merci à toi. Bah ouais, merci beaucoup.
Ouais, les PWA, les applications PWA, c'est une façon de coder une appli à travers un site web, pour faire très court. C'est-à-dire que le site web va avoir la possibilité de s'installer en mode offline sur le device. Je pense que c'est un mouvement global de l'industrie et je pense qu'on va avoir de plus en plus de PWA. Là, c'est ce que dit Android Windows. Il dit Starbucks, Spotify viennent d'annoncer des PWA. Il y a déjà Tinder, AliExpress, Telegram. Ouais. Twitter, c'est fait déjà. Ouais. Mais le frein le plus probant, le plus lourd par rapport au PWA à l'heure actuelle, je pense que c'est Safari Mobile, donc pour iOS, qui ne supporte pas les push notifications et qui ne veut pas les supporter. Donc, comme pour la plupart des applications commerciales, les push, c'est un levier d'engagement fort et de transfo surtout, enfin de rétention. Je pense que ça reste quelque chose de vraiment complexe à bypasser, quoi. Ouais. Et du coup, Edge, puisqu'on parle de Safari Mobile pour iOS, puisqu'effectivement c'est Safari Mobile pour iOS, enfin c'est Safari Mobile qui va exécuter les PWA sur iOS, et sur Windows, on va parler bien sûr de Edge, qui est le moteur d'exécution des PWA. Et du coup, voici les capacités qu'ils vont ajouter au fur et à mesure. Ça, c'est la roadmap qu'ils ont dévoilée par rapport à l'implémentation des fonctionnalités dans Edge. Donc, je ne sais pas s'ils ont dit exactement où ils en étaient à l'heure actuelle, mais bon, au fur et à mesure, il y a le offline qui va être ajouté, le One of Sync, je suis pas trop sûr de ce que c'est. Le quoi ? Le One of Sync, je pense que c'est une façon de synchroniser ta base de code si elle a changé entre temps, si tu reviens. Ok. Enfin, pouvoir mettre à jour ton application. Ouais, je vois. Les push notifications, on en parlait, donc Edge va le supporter. Ouais. Et la synchro en tâche de fond, en gros, le periodic sync. Exactement. Et ça, c'est ce que. Ouais, c'est de la synchro. Effectivement. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour les annonces côté application. Ouais. Après, il y en a eu quelques autres. Elles sont plus anecdotiques. Côté consumer, il y a eu des annonces avec Alexa, Amazon. Donc, quelqu'un de chez Amazon qui est monté sur scène quand même, ça c'est à souligner. C'est clair. Qui est venu nous parler d'Alexa et voilà, qui en gros a fait la petite démo. On avait déjà entendu parler, mais alors, honnêtement, c'est pas bon du tout. Vous ouvrez Cortana et vous dites ouvre Alexa. Et là, vous avez Alexa qui vous parle. Je sais plus et inversement. Je sais pas si c'est pendant le live ou si c'est. Alors, c'est peut-être dans le Slack où quelqu'un disait demander à Cortana d'ouvrir Alexa, c'est un peu comme demander à Edge de télécharger Chrome. C'est exactement ça. Et alors. Enfin, non. Oui, et demander à Alexa d'ouvrir Cortana, c'est comme télécharger Chrome pour installer Edge, quoi. C'est pas possible en l'état, mais pas loin. Donc, ils ont fait la démo aussi avec des Amazon Echo. La personne de chez Amazon a dit Alexa, ouvre Cortana, et ça a ouvert Cortana, et elle a pu faire une requête sur l'ordi. Autant vous dire que ça ne sert à rien. Cortana aujourd'hui est ultra limité par rapport à Alexa. Oui. L'inverse est beaucoup plus intéressant. Et ce que disait assez justement Android Windows, sur les PC nouveaux, Alexa va remplacer Cortana. Mais ça serait cool. Ah ouais, carrément. Ça serait cool qu'elle remplace complètement et qu'on puisse juste dire Alexa et ça lance le truc. Moi, je rêverais surtout qu'ils fassent comme pour le navigateur, et ils l'ont fait sur. Que tu aies le choix du. Tu aies le choix en fait. Dans le menu déroulant, et tu dis mais je veux Google Assistant, par exemple. S'il vient dans Chrome, et du coup, tu te retrouves avec ton OK Google absolument sur tous tes devices. D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais sur Android P, vous pouvez choisir l'assistant. Ah ouais. Donc par défaut, c'est Google Assistant. Vous pouvez dire je veux Alexa ou je veux Cortana. Ils en ont marre des procès pour antitrust. Je pense que c'est ça. Et du coup, la touche d'appel de l'assistant, du coup, est personnalisée grâce à ça. Ça, je pense que c'est un petit coucou à Samsung. Alors, Salve Sagal qui nous dit sur Edge, l'installation directe PWA depuis le navigateur est annoncée. Oui. Voilà. Oui, en fait, dans la barre d'adresse, tout à fait à droite dans la barre d'adresse, il va y avoir un petit bouton dédié installé offline. Alors, Bixby, non, Virtanas, il est dispo que sur les Samsung. Là, pour le coup, on est sur Android P installé sur un Pixel, par exemple. Il n'y aura pas Bixby. Par contre, tu peux installer Cortana, tu peux installer Alexa. Donc, tu auras le choix entre Assistant, Google Assistant, Cortana.
Voilà, d'ailleurs, je trouve moche qu'il ait appelé Google Assistant. Ils auraient dû l'appeler autrement. Tous les autres ont des noms sympas. Ouais, je pense qu'ils aiment Et en bien plus, pas t'arrêtes faire pas de comme tout le dire monde. d'accord moteur de recherche. C'est un peu con, tu vois. Tu fais gaffe à plus déclencher des choses chez les gens. Ouais, j'essaie. Les gens C'est ont bien. pas aimé que je mette un minuteur. Je pourrais leur mettre un réveil à 3h du matin. C'est vilain. Ça. Mais non. Ok, Google. Bonjour. Voilà, tu vois, j'ai été sobre. Ouais. Personnel dispo sur Android, c'est l'appli Microsoft Launcher. Oui, tout à fait. Mm. Et sur iOS, tu peux demander à Siri d'ouvrir Alexa aussi. Non. Moi, j'ai toujours pas compris votre requête. Non, mais même pas. Quand tu actives Siri, tu dis. T'as vu, ils ont dit foiré. Quand tu dis à Siri, par exemple, OK, enfin, d'accord, moteur de recherche, elle fait ah, très drôle. Ou vous avez fait l'école du cirque, tu vois, ce genre de trucs. Bah, tu vois, du coup, j'ai un collègue qui Cédric, ça suffit. t'a répondu. Bah oui, je suis désolé. Mais je peux vraiment lancer des requêtes chez vous, éteindre la lumière, l'allumer et tout. Hein. Ah oui, non, mais en plus, lui, il est tout équipé You, ne fais pas ça. Voilà. C'est hyper facile. Non mais Cédric, à la voix générale pour que tout fonctionne. Je ne sais pas. C'est ça. Cédric, ça suffit, oui. Bon. La Est-ce que dernière je peux fois, je me suis essayer, moi amusé pendant un Sims où j'ai mis quand même un réveil à 3h du matin chez les gens. Ouais, C'était rigolo. c'est vilain, ça. Sortez vos casques audio, Cédric nous troll. Non, je vais pas le faire. J'ai juste dit bonjour et vous te racontez la vie et c'est tout, quoi. Tu pourrais faire un truc, raconte-moi une blague, un truc comme ça. Ouais, alors après, Google Home a cette faculté de répondre à peu près tout le monde. Sauf que tu peux personnaliser ta voix Oui. pour qu'il sache que c'est toi. Donc quand tu lui dis bonjour, tu dis bonjour Cédric. Ouais. Et il va te donner que tes infos à toi, votre prochain rendez-vous, machin, blablabla. Là, j'ai dit bonjour, mais il est possible qu'il m'ait pas reconnu. Donc du coup, il va juste répondre bonjour. Actuellement, alors ça dépend comment les gens l'ont parlé très bien, il va dire actuellement il fait X degrés à Paris et voilà. Et moi par exemple, il me donne aussi le trafic vers mon lieu de travail, vers le studio. En me disant il faudra 17 minutes pour rejoindre votre lieu de travail. Et voici les dernières news et il me donne des news de France Info. Et selon tes dernières commandes au resto et la façon dont tu Non, fréquentes mais les c'est salles moi de qui ai sport, dit ça. tu vas mourir dans... C'est moi qui lui ai dit de faire ça en fait. Ouais, il m'a juste donné la météo, tout à fait. Et si tu as un rhume, il te reconnaît. Ouais, en général, il me reconnaît vachement bien. Là, je commence à avoir la voix pétée. On verra bien si ça marche. Le micro est maintenant mis en veille. Lol. Ah oui, tu l'as désactivé. Mais là, c'est ce que je fais parce que quand on regarde des séries, de temps en temps, ils captent des trucs. Il n'y a absolument pas OK moteur de recherche qui est dit. Et pourtant, il s'active quand même. Alors, si vous regardiez le Burger Quiz, le d'accord Moogle le déclenchait. Hein. Je vous le dis. La boule de cristal, la boule de cristal. Non. Moi, j'ai des actus aussi. Oui, ça dépend comment on le configure. Là, je vais encore m'amuser un petit peu avec Google Home Mini. Il y a pas mal de petites mises à jour et de petits trucs. J'ai testé les scénarios. Mais par exemple, moi, pendant Google I.O., mon Home était en feu. Mais tu m'étonnes, ils n'ont pas arrêté de le dire. Il y a même une pub où tu les entends tous répéter ça en permanence. Du coup, le truc se déclenche sans arrêt. Le truc qui fait bugger le... Non, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a qu'un seul micro. Et qu'il est extrêmement sensible. Ouais. Et même, ça m'arrive des fois, j'en ai un dans le bureau et un dans la cuisine, qui sont vraiment pas à côté. Il y a 2 portes entre, enfin bon, elles sont ouvertes, mais voilà. Et quand j'annonce, enfin, je le demande dans le salon, des fois, c'est l'autre qui me répond. C'est quand même incroyable. Et alors, vous pouvez réécouter vos requêtes après. Et donc, t'entends le son, mais de hyper loin. Ouais. Et il reconnaît ce con. C'est assez dingue. Clair, c'est ouf. Alors, il faut mettre un avertissement avant les conférences, couper le micro. Ouais. Non, il faudrait qu'on puisse dire un d'accord moteur de recherche, coupe le micro pendant X minutes. Ça marche pas. Ouais. Bon, enfin, côté build, il n'y a pas eu du coup des masses d'annonces, quoi. C'est là, bah, je pense un peu comme à Si, Google ça, I.O., Gaël, quoi. pour Ils ont, le resub. ouais. Ils ont beaucoup parlé d'IA dans le cloud. Enfin, c'est le truc que tout le monde a à la bouche Tout à fait. en ce moment. Enfin, cette année, c'est l'année IA dans le cloud. Exactement. On a terminé un peu avec les deux confs. Hein, voilà ce qu'il fallait essentiellement retenir. Avant de se quitter, je veux quand même parler de Wear OS. Wear OS qui est donc l'OS Android pour les objets connectés. Comme je fais pas de Things demain, j'en profite. Et bien en fait, c'est Qualcomm qui annonce en fait des puces pour Wear OS. Enfin, une puce. Il faut savoir que là, actuellement, toutes les montres et tout ça utilisaient un Snapdragon 2100
depuis 2016 en fait. Donc toutes les montres qui sortaient, toute la partie connectée étaient équipées de ça. Alors en fait c'était un Snapdragon 400. Un Snapdragon 400 qui était juste renommé. Il n'y avait rien de particulier, aucune optimisation pour les montres, ce qui faisait aussi que les autonomies étaient parfois merdiques ou elles répondaient mal. Du côté de chez Samsung, par contre, les montres sous Tizen avaient beaucoup plus d'avance sur les montres Wear OS pour une raison simple, c'est qu'ils avaient leur propre chipset qu'ils faisaient eux-mêmes et leur propre OS, donc ça aide évidemment à optimiser tout ça. Là maintenant, l'idée c'est que Qualcomm va créer une vraie plateforme pour les objets connectés. Donc les montres WebOS vont bénéficier de tout ça. Ça sera donc une nouvelle puce qui sera gravée beaucoup plus fine et permettra du coup d'avoir une batterie plus grande dans les montres. Et évidemment, l'idée derrière tout ça, c'est d'améliorer les performances et la longévité des batteries. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une Pixel Watch en septembre? Peut-être. Peut-être. Il y a Nico Poppy qui dit il y a eu des annonces pour les devs dans la build avec .NET Oui, Core. oui, mais ça, vous en parlerez dans dans Hello World. Hein. Il y a eu .NET Core 3, après, oui. Enfin voilà, il y a une nouveauté quand même, Spectre Insight, je ne sais pas. Il y a quand même donc une nouveauté, c'est que les montres vont être équipées maintenant d'une nouvelle puce. Bon, ça c'était la petite illustration qu'ils avaient filée. Voilà, moins de déperdition de chaleur, ce genre de choses. Meilleure optimisation, évidemment. Donc ça permettra peut-être d'avoir enfin des montres Android Wear sympathiques. J'avais fait une appli Tizen OS. Enfin, Tizen ouais, pour la Galaxy Gear, la première qui avait une puce, une SIM dedans. Celle qui faisait l'écran arrondi. Ouais. Qui faisait tout le poignet, c'était un truc énorme. C'était un monstre. Et ouais, c'était encore un peu... Mais bon, c'était la première version de Tizen pour les watch. Ils m'ont mis dedans. Non, je peux oublier. Les puces des montres sont une technologie SOI de Grenoble. Ah, possible. Oh, ZTE arrête les smartphones, je vois. Ah, ça aussi c'est possible. Depuis que le gouvernement américain les interdit. Tous les matériels ZTE. Toi, tu vas nous parler par contre d'un meet-up. Ouais, je voulais vous parler d'un meet-up qui me tient à cœur, qui se tient sur Bordeaux la semaine prochaine, mercredi prochain. Si vous ne savez pas quoi faire. Ouais. Alors la Singularity University, c'est un meet-up de la Singularity University de Bordeaux. La Singularity University, c'est quoi? C'est une université qui s'est montée aux US il y a quelques années, qui est pour former des gens, ils disent les leaders de demain, à créer des projets innovants qui répondent à ce qu'ils appellent les grands challenges mondiaux. De la Startup Nation. Non, les grands challenges mondiaux de la planète. Donc, ils parlent principalement de cette liste-là. Donc, les challenges auxquels on fait face en tant qu'espèce humaine, à savoir comment on nourrit tout le monde, comment on préserve, comment on cesse de détruire notre environnement, comment est-ce qu'on produit de l'énergie puisqu'on en a de plus en plus besoin, comment est-ce qu'on répond aux besoins d'eau, aux besoins en eau de tout le monde, les challenges d'éducation, la prospérité, la santé, enfin, c'est vraiment les choses globales dans le monde, tous ce qu'ils appellent challenge. Bon, nous, français, on appellerait ça problème. Oui. C'est moins amélioratif. C'est ça. Donc, grosso modo, ils se focalisent sur, effectivement, comment créer des projets qui répondent à ces challenges-là. Ouais. Et donc, cette université... Yes. Cette université, à la base, c'est un programme de 10 semaines qui est un peu, effectivement, comme tu dis, pour les gens de la Startup Nation, qui sont à base de design sprint, à base de... on t'inculque à grand coup de PowerPoint et de vidéo une façon de penser. Merci de permettre pour le follow. Une ouverture. Une ouverture, tout ça. Une ouverture sur les technologies, sur les diverses technologies qui s'offrent à toi. Perso, j'ai vu une vidéo d'intro au truc.
En tant que Français, c'est vrai que ça semble un peu décalé par rapport au ton qu'on a l'habitude d'employer et qu'on a l'habitude de percevoir dans une formation ou autre. Ça, c'est extrêmement optimiste. C'est Ok. extrêmement optimiste. Donc effectivement, avec ton filtre de cerveau français, tu vas te dire, bon, ouais, c'est un peu trop, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais au final, ça vient peut-être du fait que moi, je suis moi-même quand même plutôt optimiste dans la vie. Je trouve que c'est... C'est inspirant. Ouais, c'est franchement inspirant. J'ai maté une vidéo d'1 heure sur le sujet. À la fin de la vidéo, t'es un peu rincé parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais par contre, tu te dis, waouh. Ouais, il y a des Effectivement, trucs à les faire. mecs font des trucs de malade. Et ils ont comme objectif depuis quelques années de créer une communauté mondiale autour de cette université. Et cette communauté est organisée en chapitres. Donc les Ok. chapitres, c'est tout simplement des espèces de groupes locaux qui cherchent un peu à faire en sorte que la mayonnaise prenne au niveau local. Ok. Et fin d'année dernière a été créé le chapitre bordelais de la Singularity University. Oh. Ah, c'est magnifique, hein. C'est beau, moi je dis que c'est beau. Et donc j'étais allé à la soirée de lancement du chapitre. Et c'était vraiment très intéressant, c'est là où j'ai vu cette fameuse vidéo. Et voilà, et depuis je les suis. On appelle ça une secte, dis-moi. Ouais, exactement. C'est un mouvement sectaire bien connu. Complètement, complètement. Et donc depuis, je les suis pas mal, puisque j'ai quand même approché l'équipe, puisque c'était des trucs qui m'intéressaient. Et du coup, j'ai participé modestement à la création d'un meet-up qui va avoir lieu mercredi prochain, le 16, à 19h30, à Cap Science. Santé et réalité virtuelle. Voilà, alors le thème complet, c'est santé et réalité virtuelle augmentée et mixte. Ah, Ah, ça va plaire ça à Nico Poppy avec son casque. n'est-ce pas? Donc le format de la soirée, c'est à partir de 19h30. Le format, c'est un format 2h30, 3h. Ça va se dérouler en 3... Merci pour le sub, JBX Live. Yes. Ça va se dérouler principalement en 3 temps. Dans un premier temps, il va y avoir ce qui s'appelle des Lightning Talks. Donc ça va être des micro-conférences de 7 minutes d'experts sur le sujet. Donc il y a 3 experts. Un de la boîte qui s'appelle Nomadic, qui distribue une solution de télémédecine qui est à Bordeaux, qui est localisée à Bordeaux. La télémédecine, c'est quoi? Ah, mais oui, si, je vois très bien. C'est grosso modo, j'ai un mec qui fait une crise cardiaque, j'ai un boîtier à côté, je lui pose des électrodes, le boîtier en fait va à distance, avec une petite couche d'IA, il va pouvoir analyser les signes vitaux, etc. Ça va partir potentiellement Chez un médecin. chez un médecin qui va pouvoir assister la personne qui est en train de gérer la crise. Donc ça c'est Nomadic. Il va y avoir un gars de chez Sim4Health qui fait des formations pour les professionnels de la médecine et les professionnels de santé en réalité virtuelle. Ah, Donc là sont des formations, je crois que c'est des HTC Vive qu'ils utilisent. Et ils font des formations de comportement dans le bloc. C'est-à-dire que en fait, tu as une situation bloc opératoire. pas mal, ouais. T'as les deux machins du Vive là, et tu peux interagir, y compris à plusieurs, avec la situation dans le bloc opératoire et t'entraîner à des situations particulières. Et la troisième boîte s'appelle Synapse, qui fait un chatbot médical. Pas mal. Donc j'ai pas beaucoup de détails dessus. Mais ouais, cette boîte-là, donc ces 3 boîtes-là vont nous envoyer des gens qui vont faire des Lightning Talks Ok. pour introduire la soirée. Et la deuxième partie de la soirée va être composée de jeux d'innovation. Donc c'est des jeux qu'on emploie souvent en intro de design sprint pour faire du brainstorming. Et du coup, a priori, on devrait être une petite centaine. Donc, Salut Hades. donc il va y avoir une dizaine de jeux d'innovation organisés parmi tout le monde dans le public, je pense. Et je pense que ça devrait être bien sympa.
à mon avis. Moi, Avec c'est la des partie sujets. 3 qui m'intéresse. Avec des Évidemment. sujets liés au thème. Et oui, la partie 3, c'est l'apéro. Et voilà. C'est un apéritif participatif. Donc si vous voulez venir, Il faut inscrivez-vous, s'inscrire. c'est gratuit. Ouais, voilà. Je posterai l'Eventbrite peut-être dans la... Le 16 à 19h30, je vais voir si je peux faire quelque chose. Attends, je vais poster C'est pas le l'Eventbrite 15? de ce pas. Non, c'est le 16? Le mercredi? Je sais plus. C'est le 16. J'ai dit que c'était le 16. J'ai dit le 15? 16. Non, t'as dit 16. Ouais, c'est le 16. 16, ok. Mercredi. C'est moi. Je n'ai pas l'Eventbrite ici. Alors attends, si, je dois l'avoir là. Et du coup, ouais, l'apéritif est participatif. Donc tout le Ah monde non, le 15 c'est amène. Kitchen Killer et le 16 c'est RGB. Et oui, Donc c'est bon, je suis libre. et oui. Et oui, puisque Christophe m'avait dit que ce serait une soirée beat. Je lui ai dit, mais non, ce soir-là, c'est RGB. Cédric Pierre, un live Insta. Ouais, on va hacker. Un live Insta. Je suis trop vieux. J'ai pas la... Instagram. Oui, non, Instagram, je l'avais. Non, mais je peux c'est faire pas- un live. Ouais, je viens avec mon ordi portable à 4G et je hack la soirée avec une Brio en grand angle. Exactement. Non, par contre, moi, je pense que je vais essayer effectivement de couvrir l'événement au niveau visuel. Donc, bah, si ça vous intéresse, je devrais être capable, à mon avis, de faire un petit débrief peut-être dans un prochain événement, peut-être un What the Fox. Peut-être le What the Fox qui suit. Ouais, Ou bah, celui complètement. d'après. Si t'as des. Même profite pour prendre quelques photos, quelques trucs. Ah bah ouais. Et tu Ouais, fais un c'est ce que je vais débrief faire. dans le What the fuck qui suit. Et Hmm. d'ailleurs, j'y serai normalement. Parce que je suis pas dans celui-là, mais je suis dans celui d'après. Nice. Donc, du coup, ouais, carrément. Ça peut complètement le faire. Ouais. Bon, Et je peux enfin poster l'Eventbrite. vas-y, je te laisse faire. Yes. Vous retrouvez Pierre sinon sur C'est Twitter, sur @pcgalen. Si vous voulez le suivre, n'hésitez surtout pas. Yes. Oui, carrément, un débrief comme aujourd'hui. Ouais, très bien. Qui stream le meet-up. Non, ouais, mais on pourrait, hein, si c'était autorisé, si organisé tel quel, on pourrait. Peut-être les suivants, on y pense. Bah, ça, c'est faisable, hein. On Bah, a ça une s'y régie, prête. on a ce qu'il faut. Ouais, ça s'y prête. C'est vite fait. Hmm. On a aussi, bah moi aussi j'ai un compte Twitter, c'est @cédricbonnet. Si vous voulez me suivre sur Twitter, n'hésitez pas. Plus d'infos sur la chaîne studiorenegade.fr. Vous avez toutes les diffusions, l'agenda, tout ça. Moi demain je stream du LOL par exemple. Il y a Hugues qui le matin va streamer aussi. L'après-midi c'est Audrey Ouais. qui stream et nous on stream juste après. Donc voilà, je crois qu'il y a le Inc aussi le soir. Enfin bon, bref, il y a pas mal de choses. Et tu N'hésitez disais pas de Things demain, c'est ça? pas de Things demain, ouais, je pourrais pas en faire un demain, donc exceptionnellement, mais il y en aura un la semaine prochaine. Pour nous soutenir, plusieurs moyens, bah, il y en a plein qui ont sub pendant la soirée, vous savez faire. Et vous avez donc tipeee.com/stdrenegade pour nous soutenir financièrement. Si vous voulez nous payer un café, une bière ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Ouais, il y a Cuphead, Splatoon et LOL demain, rien que ça. Donc va être chargé, tipeee.com, à partir de 5 €, vous avez accès à notre Slack, vous pouvez venir discuter avec nous tant que vous voulez. Et pareil pour ceux qui sont sub à la chaîne, là je vois qu'il y en a un paquet. Vous envoyez votre adresse mail à foxy_renegade, là vous la wispez dans la chatroom. Elle vient de parler là d'ailleurs. Ouais. Donc vous n'hésitez pas, vous cliquez dessus et vous lui parlez pour avoir vos accès au Slack, comme ça vous pouvez continuer la discussion avec nous. On répond super souvent et tout ça. Des conseils pour une montre Android, demande Chirac31. C'est une bonne question. Écoute, en ce moment je pense que c'est plutôt calme les montres Android. Ouais, c'est plutôt calme. Voilà. Peut-être que l'annonce de Qualcomm va changer la donne. Peut-être que ce dont on a parlé tout à l'heure va changer la donne. Il faut attendre encore un petit peu si tu veux te lancer. Si tu as besoin d'un tracker, après ça dépend ce que tu veux faire avec ta montre. C'est plus un tracker d'activité. Regarde du côté de chez Fitbit ou encore de chez Xiaomi qui fait des montres. La Mi Band 2. Ouais, ou les Amazfit et tout ça qui sont pas mal. Ouais, ils sont agressifs, mais ils sont plutôt pas mal. Hein. Ouais, qui sont sympas, donc n'hésitez pas. Et l'agenda, évidemment, studiorenegade.fr/agenda. Foxy Renegade nous l'a mis dans la chatroom. Le compte Twitter, tiens, c'est @stdrenegade. Vous n'hésitez pas à le suivre aussi sur. Bon, je vais traquer mon cœur 24, dit Traxos. Oh, bah, ça, tu peux. Pas 24-24. Bah, tu la charges de temps en temps.
Non, mais elle n'a pas la fonctionnalité. Enfin, il faut Ah oui, il faut la déclencher. Ouais, Ah. il faut déclencher un... Alors Fitbit, tu peux. Avec Fitbit, tu peux traquer H24. Donc STD Renegade si vous voulez nous suivre sur Twitter, mais c'est aussi l'Instagram d'ailleurs, STD Renegade, vous pouvez y aller. Pour le Facebook, c'est la même chose mais sans le E à la fin. Subversion. Et ouais, t'imagines. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça pour vous tenir au courant. Ouais, l'Apple Watch, ça traque ça si tu es sur iOS. Ça marche très bien. Cédric, il y a le compte Geekink qui RT toujours, c'est normal. Tout à fait, c'est nous qui avons la main dessus pour le moment RT. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas switché et qui continuent à suivre le compte de Geekink. Donc on RT de temps en temps pour leur dire hey, on est là. Enfin, voilà. On n'est plus là, on est plus là, mais on est là maintenant. Merci à Poi Poi 6677 qui vient de suivre la chaîne. Yes. Funky Darwin, bonsoir les amis. Comment on peut podcaster What the Fox? What the Fox n'est pas dispo en podcast. Non. Il est uniquement disponible en replay sur Twitch. C'est pas des émissions qui ont vocation à durer dans le temps. Vendredi, vous allez faire du buzz, donc ça va être assez rigolo. Soyez là, petit challenge. Et après, en général, elle reste pendant 30 jours, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 60 jours sur la chaîne en replay. Ouais. Les émissions sont assez longues, donc vous pouvez aller les retrouver dans la section vidéo qui se trouve là, je crois. Là. Ça dépend, si vous êtes sur votre mobile, ça veut rien dire ce que je fais, mais si vous êtes dans votre navigateur, c'est là. Vous cliquez sur vidéo et vous l'avez. Tu vois, regarde, c'est pas mal, sur le retour, on le voit bien. Voilà. Pas mal. Vous n'hésitez pas pour voir les émissions, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, c'est 60 jours, nous dit Nico Poppy, donc faut pas hésiter. On a fait le tour, je crois. Hein Eh oui. Attends, je crois que je peux. Est-ce que je peux faire, hop, et rappeler le titre? Ouais, incroyable ce logiciel. Balèze. Me surprendra toujours. Merci encore donc de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous, moi, dès demain pour jouer à LoL. Pierre, toi, mardi Vendredi prochain ou pas? Vendredi soir déjà, Vendredi What the soir, Fox. non. Mardi, tu reprends ou pas? Mardi, ouais. Mardi, il y aura Mardi, Hello Hello World World. midi. Donc, Ouais, n'hésitez mardi pas. midi. Enfin, midi et demi. Et voilà. Donc soyez là, évidemment. Et puis, merci encore à vous d'être toujours aussi nombreux. Ciao, ciao. Bye.